Nous recevons ce soir Leïla Slimani, écrivaine, prix Goncourt 2016 pour Chanson douce, adaptée depuis au cinéma avec Karine Viard, que vous pouvez voir en ce moment sur MyCanal, et son complice, Clément Aubrerie. J'écorche pas votre nom? Un petit peu. Un petit peu, alors je le refais. Et son complice, Clément Aubrerie, illustrateur-dessinateur, producteur de cinéma, et tous les deux, vous vous êtes intéressés à une personnalité exceptionnelle qui s'appelle Suzanne Noël. Suzanne Noël répare les poilus. Des gueules cassées, arrachées, fracturées par des obus qui leur ont arraché la moitié du visage à l'issue de la guerre de 14-18, quand ils reviennent survivants évidemment. Et cette femme va non seulement entreprendre des études de médecine, devenir chirurgien et apporter à la chirurgie plastique et esthétique française sa patte, si j'ose dire. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous vous êtes retrouvés tous les deux pour tirer le portrait dans cette BD incroyable de Suzanne Noël. C'est un peu le fruit du hasard. J'ai découvert Suzanne Noël en lisant un livre sur la chirurgie esthétique et puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que cette femme avait eu un destin absolument incroyable, un destin très très romanesque d'abord, sur le plan intime, à travers ses relations avec les hommes, avec sa famille, avec les gens qu'elle avait croisés, mais surtout une trajectoire professionnelle absolument incroyable puisqu'elle a été la première chirurgienne esthétique de France et peut-être même du monde, puisqu'elle a fait un lifting à Sarah Bernard, qu'elle a, comme vous l'avez très bien dit, réparé les gueules cassées et ensuite développé un certain nombre d'innovations de chirurgie esthétique qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc très rapidement, j'ai eu envie de faire quelque chose sur elle et c'est sur cette base que Clément et moi, nous nous sommes rencontrés et puis le personnage lui a plu à lui aussi. Clément, combien de temps a duré la consultation avec Leïla Slimani avant de décider d'opérer la chose, d'opérer la BD? C'est un travail prodigieux. Et, pardonnez-moi Leïla Slimani, mais autant de la part de l'auteur que de l'illustrateur. Évidemment, qui a donné, du dessinateur. Corps à vos bulles. Écoutez, j'ai mis très longtemps à me décider, mais finalement, j'ai accepté de travailler avec Leïla. Pourquoi longtemps à vous décider? Non, 10 minutes. J'ai signé tout de suite. J'ai à peu près signé tout de suite. J'aime beaucoup Leïla, j'aime beaucoup son travail en général. Et voilà, c'est un sujet passionnant. Et c'est un sujet passionnant aussi pour un dessinateur, puisque déjà, c'est une période extraordinaire, le Paris du début du XXe siècle. Il y a la Grande Guerre, ça, je ne l'avais jamais fait, parce que j'avais quand même fait le Paris du début du siècle dans Pablo, mais j'étais pas arrivé jusqu'à la guerre de 14. Pablo Picasso, parce que vous aviez mis en BD Pablo Picasso. Oui, dans une série qui s'appelle Pablo, pour des raisons que je n'éluciderai pas davantage. et donc la Grande Guerre, ça c'était un sujet extraordinaire. Et enfin, l'idée qu'on a eue en discutant, c'était de faire un parallèle entre la naissance du cubisme et le développement de la chirurgie plastique. Dans le sens où le cubisme a proposé une révolution où on pouvait voir les différentes facettes d'un visage d'un seul tenant. C'est vrai que Picasso a fracassé les visages. Il a fracassé les Noël visages. les a reconstruits. Exactement. Et Suzanne Noël retrouve des soldats qui sont totalement cubistes et c'est l'inverse, il faut qu'elle les rende réalistes à nouveau. Alors on a sur le plateau une fan de Leïla Slimani et à la fois de ce personnage de Suzanne Noël, c'est vous Émilie? Alors moi j'ai découvert Suzanne Noël grâce à une petite vidéo qui circulait sur internet, vous savez, une espèce de mini-biographie qui dure 5 minutes et donc j'ai vu les photos de ces soldats de 14-18 avant, après. J'ai trouvé ça absolument, évidemment, bouleversant parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un rentrer de la guerre dans cet état-là. Vraiment, il manque toute une partie du visage, il n'y a plus de nez, enfin, une partie de la tête. C'est vraiment, ce sont des images qui sont extrêmement choquantes. J'imagine que vous les avez vues. À quel point il y a de ces images-là dans vos dessins? Alors justement, c'est quelque chose que j'ai voulu éviter. Ouais. D'abord parce que la monstruosité est fascinante et d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de plus facile à dessiner. Puisque c'est fascinant, tout simplement. Un visage complètement détruit, c'est horrible et c'est fascinant. Et bouleversant aussi. Et bouleversant. En fait, j'avais plutôt envie justement de travailler sur le regard de Suzanne, puisque Suzanne était quelqu'un qui avait beaucoup d'humanité et en même temps qui disposait d'un sang-froid incroyable. Et qui donc avait cette capacité à faire face aux situations les plus extrêmes et à soigner sans être elle-même trop impactée par
par son acte. Et ce qu'Émilie dit est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la BD pourrait basculer dans quelque chose d'assez sanguignolant, vous avez pris soin d'épargner les susceptibilités. Et finalement, c'est ce regard de tendresse qu'on porte sur les gueules cassées. De la même façon qu'à chaque fois qu'il y a une opération, vous avez pris soin aussi de styliser tout ça, un peu comme un Renoir, une espèce de flou artistique sur les opérations. Comme ça, il n'y a pas trop de sang. Et on peut évidemment confier le bouquin à des enfants, il n'y a aucun problème. Alors, Bien sûr. oui, c'est pas juste un flou artistique aussi, parfois c'est une citation. C'est-à-dire que je suis allé chercher une tête de Fernande par Picasso, qui est une des premières têtes cubistes qui a été sculptée, ou alors même un Arcimboldo, qui est donc ce peintre qui représentait des visages avec des fruits ou des légumes. Donc à chaque fois, on a convoqué l'histoire de l'art pour faire le lien entre l'art, la chirurgie et l'anatomie. Léonard de Vinci, il allait dans les cimetières pour disséquer des cadavres pour représenter l'intérieur du corps humain. Donc les deux ont toujours été très liés. Leïla Slimani, ce qui est aussi intéressant à travers le parcours de Suzanne Noël, on va laisser de côté pour l'instant la partie émancipation des femmes. On en parlera après vos deux chroniques, bien. à vous deux. Mais il y a deux parties. Il y a une première partie, vous disiez, elle a fait le premier lifting de Sarah Bernard. Ça, faut nous raconter, parce que c'est incroyable. Sarah Bernard est une comédienne incroyable à la fin du 19e, c'est une star. Mais au moment où elle fait intervenir la chirurgienne esthétique qui est devenue Suzanne Noël, bon, ça n'est plus un perdreau de l'année. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, Suzanne Noël, à ce moment-là, travaille avec un médecin très célèbre, le docteur Hippolyte Maurestin, qui travaille sur les sutures, les brûlures, qui est un homme qui est en train d'inventer des techniques pour réparer un peu les visages, de faire de la chirurgie reconstructrice. Et elle s'intéresse aux premières méthodes de lifting. Suzanne, elle lit un petit peu ce qui se fait aux États-Unis, en Allemagne, où ils sont un petit peu plus en avance qu'en France. Et puis un jour, elle découvre dans un journal que Sarah Bernard, qui est, comme vous le disiez très justement, la star de l'époque, la star inaccessible, immense, adulée, que cette femme s'est fait faire un lifting aux États-Unis par un médecin qui s'appelle Charles Conrad Miller. Immédiatement, Suzanne la contacte, et ça c'est tout à fait vrai, lui envoie un télégramme et lui dit voilà, je crois que je sais comment faire pour améliorer votre lifting, qui a été fait en fait surtout sur le haut de la tête, donc sur le front et les yeux, mais en fait le médecin n'a pas tellement travaillé sur son cou et sur l'ovale du visage. Et donc elle va développer à ce moment-là cette technique qu'elle utilisera toute sa vie, qui est une technique de pince, qui lui permet en fait de remonter les chairs. C'est ce geste très simple qu'on fait devant son miroir et qui va lui permettre de faire un lifting à Sarah Bernard. Sarah Bernard a toujours dit « je ne prends que de la camomille ». Hein, absolument, on ne révèle pas ses secrets. Ça, c'est vrai. Mais et elle est restée secrète d'ailleurs. Tout le travail de cette chirurgienne, ça a été aussi le secret. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un livre sur le regard des autres. À chaque fois qu'on parle d'un personnage, on est sur le regard des autres. Les gueules cassées, c'est le regard des autres. Pourquoi faire de la chirurgie ? C'est le regard des autres. Elle devient médecin, elle passe son bac, elle commence par passer son bac. C'est le regard des autres et c'est l'estime de soi. Et chacun de vos personnages, c'est un peu à chaque fois ça. C'est un livre sur le regard des autres. Oui, absolument. C'est un livre sur le regard des autres et en même temps, Suzanne, elle a un rapport très ambigu à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, elle dit à ses patientes, moi je comprends très bien que vous êtes dépendante du regard des autres. On est tous aliénés au regard des autres et ce serait hypocrite de faire semblant que notre physique, notre apparence, la façon dont on est vu ne compte pas. Et en même temps, elle cherche toujours chez ceux avec qui elle est en contact, ses patientes, etc., à leur dire, c'est pour vous que vous devez le faire. Vous devez le faire pour reconstruire votre estime de vous-même et pour regagner une confiance en vous. Il y a un passage qui est particulièrement, qui moi m'a surpris, parce que je pensais que la chirurgie esthétique à cette époque, c'était que pour les Sarah Bernard, mais non, à un moment donné, il y a une serveuse de café qui vient la voir et qui lui dit, je suis trop vieille pour faire mon boulot, je suis au chômage, il faut que vous m'aidiez, il faut que vous me retapiez. Absolument, et ce que faisait Suzanne Noël, c'est qu'elle faisait payer très cher les femmes riches et pour pouvoir opérer ensuite des ouvrières et des femmes effectivement qui servaient dans les cafés pour pouvoir les opérer gratuitement. Et vraiment son idée qui pour moi est assez révolutionnaire, en tout cas très très moderne, c'est qu'à cette époque où les discriminations notamment en termes d'emploi pour les femmes ne sont pas du tout punies, c'est-à-dire on peut vous renvoyer du jour au lendemain, vous perdez tous vos moyens de subsistance. Elle dit face à ça, le seul moyen pour les femmes de se protéger, c'est de pouvoir avoir un contrôle sur leur beauté et sur leur apparence et ça moi je peux le leur donner.
Il y a quand même un débat. Il y a un débat au sein de l'Académie de médecine. Est-ce que les médecins ont le droit d'utiliser leur technique pour rajeunir, pour l'esthétique? La question de la chirurgie esthétique est un débat, et vous l'évoquez dans le livre. Absolument, et je crois que c'est un débat qui a couru d'ailleurs jusque dans les années 60 et qui même aujourd'hui continue à exister. Beaucoup de gens regardent avec une certaine condescendance la chirurgie esthétique et considèrent que c'est stupide de prendre des risques ou le risque d'une anesthésie générale pour simplement des raisons qui sont considérées comme frivoles ou vaniteuses. Et aujourd'hui encore, j'ai parlé à plein de gens en faisant la bande dessinée, des gens qui ont subi des opérations et qui vous disent « je ne l'ai jamais dit à personne parce que j'en ai honte ». Des gens qui pourtant ont confiance en eux et assument leur vie et ce qu'ils sont. Donc il reste autour de cette question de la chirurgie esthétique une espèce de honte peut-être aussi un peu judéo-chrétienne, cette idée qu'il faudrait accepter son physique, le subir, que c'est ce que la nature ou Dieu vous a donné et que c'est vaniteux ou frivole de vouloir en changer. Vous trouvez ça frivole, vous ? Alors, en fait, c'est une bonne question. Petite remarque, au début, ça ne s'appelle pas la chirurgie esthétique, ça s'appelle la chirurgie réparatrice. Et donc, ce qui indique bien la fonction. On répare les poilus. C'est-à-dire que là, alors les poilus, ou même avant, puisque avant les poilus, elle a quand même commencé. Donc là, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un excès de chirurgie esthétique, on n'est pas dans une clinique privée qui fabrique des bimbos à tout va. Elle a quand même une démarche assez sociale qui est intéressante. Et du coup, la question de la frivolité, c'est une question de cas particulier. Il y a des gens chez qui c'est tout à fait normal et sain de vouloir modifier son apparence. Et d'autres chez qui c'est peut-être pas nécessaire. Je pense que ça, c'est un débat qui existe encore aujourd'hui à tous les niveaux. On va regarder une image que vous avez dessinée, Clément Aubrerie, qui est l'image du déclenchement de la vocation. C'est intéressant parce qu'on se pose toujours la question chez les mômes, puisque ça arrive très tôt, à l'occasion d'un accident de calèche qui blesse un cheval. On se demande toujours comment les vocations naissent chez les mômes, une question qu'on pourrait vous poser à vous, à Leïla. Et donc, la petite Suzanne Noël découvre qu'elle s'intéresse à la matière organique ou à la matière animale, et humaine, quand elle voit ce cheval à terre qui baigne dans son sang. Et là encore, vous avez pris soin de ne pas trop traumatiser les regards. Alors, j'ai pas voulu épargner le lecteur, j'ai plutôt voulu raconter que, d'une part, effectivement, elle avait une certaine fascination pour cet accident, et d'autre part, qu'elle n'était pas du tout effrayée. Et là où la BD est un médium qui peut se justifier dans une histoire comme ça, c'est qu'il s'agit de la représentation de son regard à elle. Donc, c'est pas pour épargner le lecteur, c'est pour montrer qu'elle elle voit pas forcément l'horreur. Elle voit une beauté dans cette horreur et ça lui procure une espèce de calme, un état second. Et c'est la même chose quelques pages plus loin avec un lapin écorché. Exactement. Qui est destiné à faire un civet, me semble-t-il. Et elle voit le lapin en civet, là, tout prêt à être dans la marmite. Et là encore, elle a des visions médicales, quoi. Elle a des visions chirurgicales un petit peu... en fait, ce sont des prémices à sa vocation. Et cette scène d'accident, on l'a inventée et elle sert d'introduction au personnage pour qu'on puisse se mettre à sa place et qu'ensuite on puisse comprendre comment elle fait pour résister, puisque même les médecins les plus chevronnés au plus fort de la guerre avaient vraiment c'était extrêmement difficile pour eux d'accueillir les gueules cassées, c'était vraiment des gens qui étaient défigurés. Donc on a vraiment un personnage singulier qui a un regard très particulier et la BD essaye de raconter ça. Et est-ce qu'elle a une part d'ombre alors? Parce que Leïla Slimani est gentille, vous n'aimez pas trop ça. Dans Chanson douce, dans Le pays des autres. Voilà, les gentils, c'est pas vos héros, ni vos héroïnes. Donc, Suzanne Noël, quelle est sa part d'ombre et qui fait que c'est pas une gentille non plus? Bien, sa part d'ombre, c'est précisément, il y en a deux. Je dirais que la première, c'est un peu son égoïsme, c'est-à-dire que c'est une femme qui vit à une époque où on doit être une épouse, on doit être une mère, et où ce qui doit compter en premier, c'est sa famille, et on doit sacrifier ses vocations personnelles ou ses désirs égoïstes pour ceux qu'on aime et qui comptent sur nous. Suzanne ne fera jamais ça. Et Suzanne, ce qui compte pour elle, c'est d'aller au bout de sa passion, qui est cette passion pour la médecine, pour les innovations scientifiques, et sa passion aussi, j'allais presque dire, pour le sang, en tout cas pour la chair, pour quelque chose de charnel. Mais peut-être que sa plus grande part d'ombre, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure sur la frivolité et son rapport
à la chirurgie esthétique et donc de manière générale au corps des femmes. C'est-à-dire que à la fois elle accepte une certaine injonction de la beauté qui est celle de la société et en même temps elle la tord. Elle la tord de manière à ce qu'à la fois elle coince les femmes qui voudraient lui dire mais vous n'êtes madame qu'une femme frivole et elle coince aussi les hommes qui voudraient remettre en cause finalement la portée scientifique de ce qu'elle fait. Donc en ça, elle va devenir, d'ailleurs on va le voir, ça va évoluer de plus en plus, elle va devenir de plus en plus sombre parce que la société aussi va devenir de plus en plus dure vis-à-vis de ce qu'elle représente. Qu'est-ce qui peut créer des points communs entre Leïla Slimani, la romancière qu'on connaît, qui est l'auteur d'ouvrages où elle décrit une nymphomane accro au sexe, une nounou qui devient serial killer, qui va aussi enquêter sur la sexualité des Marocaines. Quels sont les points communs qu'on peut dresser ou établir entre Suzanne Noël, la chirurgienne plastique pionnière, et Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 ? Je crois que Suzanne, elle s'inscrit quand même dans la lignée de mes autres personnages, c'est-à-dire comment, à un moment, on s'invente soi-même, comment on se retrouve face à sa singularité, on découvre qui on est et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on se soumet, on n'accepte pas cette singularité et donc on rentre dans le moule, on en souffre et on en est dévoré et parfois même on en meurt, ou est-ce qu'à l'inverse, on l'assume et va avec le fait de l'assumer une certaine solitude, parce que je crois que la liberté va toujours avec la solitude, va toujours avec l'incompréhension. J'ai jamais vu la liberté comme quelque chose d'heureux. C'est toujours assez tragique, la liberté. Donc Suzanne, en ça, elle s'inscrit dans mes personnages qui, eux, ont choisi la liberté, mais qui, vont avoir des vies difficiles. Vous avez un regard sur, maintenant que vous connaissez mieux Leïla Slimani, vous arrivez, vous, à établir des points communs entre cette chirurgienne, parfois énigmatique, et Leïla Slimani, qui fait des livres parfois si horrifiques? Je suis content d'avoir participé. Moi, je n'aurais qu'un mot, c'est punk, en fait. Il y a quand même un aspect un petit peu comme ça. Il y a iconoclaste. Voilà, c'est quelqu'un qui aime franchir des limites. Et puis aussi, mais là c'est des raisons plus personnelles, mais qui est quand même d'une famille de médecins, donc qui n'est pas totalement étrangère aux questions de la réparation et du soin. Absolument. Pour revenir dans un côté un petit peu plus rose par rapport à votre angle punk.